Ok, c'est bon? Ok. Bon, d'abord, désolé pour mon accent. En plus, je suis un peu malade, mais je vais essayer de faire doucement. Je vais parler sur les stratégies data pour les petites entreprises ou les grandes entreprises ou les startups. À ce moment, il faut vraiment réfléchir à une stratégie data. C'est partie indispensable d'une entreprise. Et pour parler de la stratégie data, il faut d'abord parler sur la révolution numérique, la transformation numérique. Donc, plus ou moins, ça c'est le sommaire de cette talk. On commence avec la révolution numérique. On a plusieurs choses que tout le monde en connaît. Par exemple, un libre accès à la connaissance. N'importe qui maintenant peut chercher l'information. On ne peut pas avoir une personne qui parle, par exemple, maintenant moi, et que vous dites une chose. Vous-même, vous pouvez aller chercher l'information. Formation et éducation en ligne, qui ça fait qu'on a des personnes partout qui prennent des cours, qui prennent l'information et qui ont les compétences et les capacités. C'est plus l'époque que les grandes écoles, seulement les personnes qui sortaient des grandes écoles avaient les compétences pour une certaine chose. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont aucun diplôme et qui sont meilleures dans certains types de choses. Par exemple, j'adore l'histoire, justement tout à l'heure je parlais de ça, l'histoire des gars qui a gagné la médaille olympique en javelot, seulement parce qu'il a pris pas de YouTube. Donc, on peut maintenant, tout le monde, apprendre n'importe quoi. Remettre en cause l'organisation sociopolitique en temps réel et pas seulement sociopolitique. Par exemple, si Trainline fait une faute sur notre réservation de train, maintenant, on peut directement critiquer l'entreprise. Et là, les entreprises, c'est de la pub négative que tout le monde les fait. Bien sûr, tous les objets connectés, les big data, toutes ces sources de données qui passent d'un côté à un autre, et les robots, et l'intelligence artificielle, l'intelligence analytique, etc., etc. Alors, problème technique, c'est bon. Alors, la révolution numérique versus la révolution industrielle. Qu'est-ce qu'il y a d'égal entre révolution numérique et révolution industrielle? C'est l'idéologie, une idéologie technicienne et rationaliste, c'est-à-dire que les machines vont pouvoir faire mieux que les humains. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Les processus. La révolution industrielle, c'était on a une idée, on a besoin d'un financement, on a besoin de la création de cette idée, de la distribution et l'arrivée au client. Donc ça, c'est un processus linéaire et rien ne peut changer dans le processus d'une révolution industrielle. Par contre, la révolution numérique, qu'est-ce qu'on a? On a une idée, on peut la créer et on peut la distribuer, ou à l'inverse, on voit par exemple une nécessité de personnes, on crée l'idée et après on la fabrique. Par exemple, Uber. Uber, tout le monde savait que les taxis ne fonctionnaient pas. Donc c'était un problème pour tout le monde. L'idée, c'était là. Donc c'est seulement sortir l'idée et après, ils ont créé la plateforme. Après, par exemple, Dropbox. Dropbox, ils ont eu l'idée, ils l'ont vendu et après, ils l'ont fabriqué. Donc maintenant, le processus, ce n'est pas un processus linéaire. On peut directement aller, qu'est-ce qu'il y a de vision sur les personnes, ou avoir l'idée et la vendre avant même de la créer. Ou c'est le cycle de ce processus, ce n'est pas du tout linéaire. Chacun peut faire comme il veut. Et qu'est-ce qui se passe? Que le financement et la distribution, ils ont tendance à disparaître. C'est pour ça que les banquiers et les pétroliers, les grandes familles qui ont eu sa richesse pendant la révolution industrielle, maintenant, ce n'est pas du tout le même modèle économique.
De production, tous les deux, c'est des productions qui vont en exponentielle ou en linéaire. Mais la différence, c'est que la qualité de la révolution industrielle, c'est plus on fabrique, c'est pas meilleure la qualité. Par exemple, on est la première génération qui habille des vêtements toxiques ou qui mange pas terrible. Au contraire, l'escalabilité à la révolution numérique, c'est les algorithmes en général, ils fonctionnent mieux si on a plus de personnes qui travaillent avec. Alors, on va parler des grands géants, les GAFA et les NATO. Et tout le monde, quand on parle de révolution numérique, on pense à eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, qui choque tout le monde? Est-ce que c'est l'innovation ou la croissance? Ça dépend, parce qu'en innovation, il y a plein de choses qui des fois, les personnes pensent que c'est une idée innovante, mais ce n'est pas du tout innovant. Simplement, c'est une idée nouvelle. Je ne sais pas, je ne crois pas, par exemple, que Amazon, une librairie en ligne, c'était plus innovant que ça. La seule chose qu'il a eue, c'était que c'était croissant. Ou les autres. Airbnb, un hôtel en ligne, non plus, ce n'était pas vraiment innovant, c'était que c'était plus croissant. Donc, de cette façon, ce n'est pas vraiment que c'est des entreprises qui sont innovantes, c'est plutôt que c'est des entreprises qui pensent en grand. Et c'est grand, c'est grâce à Internet. Alors, comment est-ce qu'on peut copier les modèles de ce type d'entreprise pour n'importe quelle PME ou start-up ou n'importe quelle entreprise? Alors, il y a 4 bases pour la transformation digitale dans notre entreprise. Le management, il faut changer notre management pyramidal. On est habitué encore à que c'est les chefs des chefs qui dirigent. Maintenant, il faut transformer ce management en un management vertical, horizontal, pardon. Un management horizontal, que tout le monde participe pour les changements, pour les nouvelles idées, pour écouter vraiment qu'est-ce qui se passe. Par exemple, il y a des use cases que seulement l'équipe de maintenance peut savoir exactement la valeur ajoutée de ces use cases. Et s'ils n'ont pas la parole, ça ne va rien changer dans l'entreprise. Après, c'est la formation. Toutes les équipes, il faut avoir une formation par rapport à ces nouvelles technologies, par rapport à ces plateformes qui tout le monde participe, etc., etc. Une plateforme data, une stratégie data, c'est la base de la transformation digitale, il n'y a aucun doute. Et une transparence à l'extérieur de l'entreprise et une transparence aussi à l'intérieur. Ce qui disait tout à l'heure Trainline, on a besoin de faire passer les données. C'est plus l'époque de faire passer par mail ou reporting en Excel. Il faut passer toutes les données à travers des API, par exemple, ou des plateformes centralisées que tout le monde peut partager l'information en temps réel. Donc, on a 2 façons d'arriver à notre transformation digitale. C'est le bottom-up ou le top-down. Le bottom-up, c'est toutes les personnes participent à cette transformation et chacun donne ses idées. Ou le top-down, c'est le président, le PDG, le CEO de l'entreprise qui dirige toute la transformation. Les deux sont nécessaires. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est seulement une question de temps. Il y a une stratégie en temps court et une stratégie en temps long. C'est-à-dire, en temps court, on va être très agressif, très focalisé, très vision business. En temps long, on va être plus posé, plus on va vérifier la comptabilité, plus on va vérifier les différentes sources qu'on peut avoir. Et c'est exactement les 2 robots de Star Wars qui vont nous dire c'est la technique à utiliser. On sait que R2D2, il est plus agressif et il fait les choses rapidement parce qu'il faut le faire. Et plutôt C-3PO, il réfléchit, non mais ça c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc, avec R2D2, qu'est-ce qu'il va faire?
on a besoin d'un objectif business. Cet objectif, par exemple, on va parler vite fait. Qu'est-ce qu'on veut plus? On veut gagner des clients et comment on va gagner les clients? On va faire un POC par rapport à ça. Je veux avoir plus de présence en ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Quel type de données? Je vais travailler sur un POC. Et sur ce POC, c'est-à-dire un premier essai par rapport pour vérifier si mes données elles sont vraiment de la valeur. Je vérifie un POC avec un use case à la fin de ce POC, bien sûr. Et après, je mesure des métriques de performance, si ça vaut la peine, si ça ne vaut pas la peine. Après que j'ai fait 1, 2, 3 POC différents, ça dépend de la complexité de chaque entreprise, je commence à réfléchir et que tous les parties de l'entreprise participent au type de technologie. Le type de technologie, c'est... On ne va pas avoir une technologie générale pour toutes les entreprises. Chaque entreprise a des flux de données différents et chaque entreprise doit avoir une architecture de data différente. Et ça dépend. Tout ça, c'est l'information que les petits POC peuvent me donner. La vitesse à laquelle il rentre les données, la vitesse à laquelle sort, les types de visualisation. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des visualisations pour tout le monde ou seulement des visualisations seulement pour les data scientists ou des visualisations pour tout type d'équipes, par exemple équipes de maintenance ou des équipes qui n'ont aucun savoir sur l'IT, etc., etc. Bien sûr, la technologie a été adaptée. Recrutement. Des fois, on a besoin de le faire en interne. C'est aussi des choix. Est-ce qu'on va le faire en interne? Si c'est en interne, il faut que recruter les personnes qui vont avec. Si c'est en externe, quel type d'entreprise va m'aider à ce type d'accompagnement? Et une feuille de route. Et d'ici à un an, on va voir déjà cette chose installée. D'ici à 12 ans, qu'est-ce qu'on va voir? D'ici à 3 ans. En plus, il faut savoir que les technologies aussi avancent super vite. Donc, un choix qu'on a fait maintenant, peut-être que d'ici à 5 ans, ce n'est pas le meilleur. Donc, il faut s'adapter à ce type de choix et savoir que c'est bien sûr un risque, toujours de changer de technologie. Alors, pour les objectifs business, c'est de R2D2. Et on a deux types d'objectifs. C'est attaque ou défense. Si j'attaque, qu'est-ce que je veux? Je veux une augmentation de revenus, je veux meilleure rentabilité, une meilleure satisfaction client. Tout ça, c'est plutôt le marketing en général qui fait l'attaque. La défense, c'est qui va le faire? Je dois respecter les réglementations, par exemple la CNIL. Si j'ai des données qui sont susceptibles de que la CNIL me dise non, tu ne peux pas utiliser ça, il faut d'abord avoir toute une plateforme qui gère cette partie de la CNIL. Ou détecter les limites de fraude. Ça peut être une banque, ça peut être une institution de crédit, ça peut être les fraudes ou les tombes en panne d'autres types d'industries. Et l'intégration des données. Aussi, de quelle façon on va tout intégrer, ça c'est plutôt de la défense. Après, l'époque et les métriques, ça, il faut d'abord, et ce que je suggère en général, c'est partir sur un POC qui soit le plus rentable, qui me donne les meilleures métriques. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que surtout des fois, c'est les directives ou les CEO qui ne sont pas du tout d'accord de rentrer à la transformation numérique. Il faut montrer un POC où vraiment on sait qu'on va gagner et on va gagner de bonnes métriques. Et ces métriques, il faut les construire avec les experts de ces use cases. On a besoin vraiment de la partie data science, de la partie IT et de la partie expertise. Par exemple, si on va se lancer sur un POC sur le marketing, on a besoin de travailler de la main avec les personnes de marketing qui travaillent tous les jours avec ce type de données. Et parce que sinon, ça passe toujours qu'on peut donner n'importe quelle métrique, on peut faire des additions, des soustractions, et finalement, ça ne sert à rien. Après, pour l'inclusion de toutes les parties, on a besoin de créer un data lab ou une plateforme centralisée
pour la visualisation, par exemple, comme tout à l'heure on a entendu. D'un côté, on a les besoins, c'est-à-dire les CEO, les business, les directives, ils vont nous donner ces besoins. Et de l'autre côté, l'équipe IT, il va nous dire, oui, c'est super ton rêve, mais ça peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Donc, on a besoin que le Data Lab a ces deux possibilités. À l'intérieur, bien sûr, des Data Lab, il y a en général les Data Scientists ou une plateforme généralisée qui va dire, oui, ça c'est possible, non, ça c'est pas possible, mais de cette façon, on a besoin de créer notre entreprise. Après, pour le recrutement, pour faire vraiment un Data Lab, et on a besoin de plusieurs profils pour lesquels on a besoin, bien sûr, de Data Scientists. Il y a une autre branche qui s'appelle Network Scientist. Avant, c'était partie des Data Scientists, mais petit à petit, elle commence à prendre force. Les Network Scientists, ils travaillent surtout sur les Big Data, vraiment, et ils font une première approche des types de variables qui sont plus importants que les autres. Donc, comment est-ce qu'ils font ça? À travers de l'analyse de graphes. Et comme ça, ils peuvent vérifier en temps réel le comportement de certains types de variables. Les géomaticiens, aussi, c'est des experts en toute la partie géologue. Donc, si vous avez des données de géolocalisation, c'est nécessaire et indispensable un géomaticien. Les data analystes, toujours pour les petites tâches que data scientists, des fois, ils sont pas le temps surtout de faire. Toujours, il a besoin d'un data analyst pour aider à cette petite tâche statistique. Un développeur opérationnel, c'est-à-dire les développeurs qui vont être les contacts entre les algorithmes et vraiment le développement Big Data. Les ingénieurs data et les architectes data. Donc, c'est à chaque entreprise de décider si il veut avoir ses compétences en interne ou si c'est mieux d'externaliser. Bien sûr, ça dépend des use cases de chaque entreprise. Il y a des entreprises qui vont le faire seulement une fois. Ce n'est pas la peine d'avoir tout un data lab. Mais il y a des autres entreprises qui vont faire plusieurs fois de différents use cases ou qui sont de grosses entreprises. Là, c'est nécessaire d'avoir tout un data lab. Pour le recrutement, comme vous savez, les 80% du temps que passe un data scientist, c'est le nettoyage. Donc, les données ne sont pas disponibles, il faut faire de la plomberie, il faut nettoyer, il faut vérifier que le cluster il est connecté, il faut, etc., etc. Donc, c'est des choses qu'il faut régler et que c'est soit les data scientists, soit l'ingénieur data, soit c'est tous les data labs qui travaillent pour améliorer cette partie. Et attention, parce qu'on parle beaucoup de créer un data lake. C'est quoi un data lake? Un data lake, c'est toutes les parties de l'entreprise, mais sur un même cluster, toutes ces données. Mais des fois, les data lakes, ça peut devenir un pantan, parce qu'il y a plein de données qui ne sont pas nettoyées et plein de données qui, à la place de me donner de la valeur, elles vont m'effacer toutes les données qui sont vraiment importantes. Donc, ce n'est pas la peine de garder tout non plus. Des fois, dans une époque de cette boom de data, on avait dit oui, il faut tout garder, il faut tout avoir, mais ce n'est pas vrai. Il y a plein de données qui sont poubelles et que surtout il faut les éviter ou il ne faut pas se mettre à nettoyer ça. C'est une perte de temps incroyable et on ne peut pas arriver à sortir de la valeur. Alors, choisir la technologie. De la même façon que tout à l'heure pour la data visualisation, nous ont donné plein d'une liste énorme de différentes technologies pour DataVis. De la même façon, pour chacun de notre des besoins qu'on a toute une liste de technologies différentes pour lesquelles il faut étudier à chaque question. Donc, c'est pour ça que la technologie, c'est chaque entreprise qui décide sa technologie. Et cette technologie, ça va directement lier au flux de données de l'entreprise.
C'est pas que l'entreprise voisine, elle utilise telle technologie, que pour moi aussi, cette technologie, c'est nécessaire. En général, ce type de technologie, c'est open source, mais il y a aussi des parties qui sont payantes. Si c'est open source, on ne paye pas la technologie, mais on va payer la personne qui a les compétences pour l'utiliser. Si c'est payant, peut-être qu'on va payer seulement la technologie. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous préférez. Et bien sûr, dans la technologie, il rentre des questions comme est-ce que j'installe un Hadoop chez moi si j'ai des big data? Parce que si vous ne savez pas de big data, ce n'est pas nécessaire d'installer Hadoop. Ou est-ce que je le fais dans le cloud? Si je l'installe chez moi, je dois investir avec les personnes qui ont les compétences pour l'installation, pour les maintenances, etc., etc. Si je l'ai dans le cloud, il faut prévoir que la CNIL ne va pas me dire non, attention, parce que tes données ne sont pas du tout bien sécurisées. Et il faut payer, bien sûr, par rapport au nombre de gigas et par rapport au nombre de... Les coûts-bénéfices, il faut toujours les trouver. Après, les langages. Est-ce que je dis à tous mes employés, il faut utiliser Python, ou R, ou Spark, ou il faut être polyglotte? Parce que chacun, si par exemple, si c'est des développeurs, c'est sûr qu'ils vont préférer Python. Si c'est des data scientists avec un background statistique, ils vont préférer R. Et si c'est des data scientists de dernière cri, ils vont préférer Spark. Mais il faut toujours que tout le monde a le même langage, ou comme entreprise, on décide qu'on est polyglotte. À chaque entreprise de décider ça. Et de la même façon, pour une industrialisation, par exemple, est-ce qu'on reste avec ce qu'on sait qui marche, même si avec les big data c'est long, ou est-ce qu'on teste les nouvelles tendances, même si on va pas, des fois peut-être, on a le risque qu'on va rester bloqué parce qu'on ne sait pas si ça fonctionne vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation, parce que, etc., etc. Donc, est-ce qu'on reste avec Postgre, ou est-ce qu'on continue, ou est-ce qu'on se lance avec Spark? Par exemple, chez nous, comme on a dans les use cases qu'on utilise Geomatic, des fois, on reste en Postgre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils encore qui sont développés en Spark. Et nous, on n'a pas le temps de développer en Spark, donc c'est des choix en fait. À chacun de décider sur quelle partie vous allez rester. Et bien sûr, avoir une feuille de route, c'est indispensable, sinon on peut se perdre dans les chemins. C'est d'ici à un an, qu'est-ce que j'ai vu? D'ici à 12 ans, qu'est-ce que j'ai vu? Où je suis, etc., etc. Et si on ne suit pas cette feuille de route parce que, par exemple, ça sortit une nouvelle technologie et il faut tout refaire, vous n'allez jamais finir parce que toujours on a de nouvelles technologies qui sont en train de sortir. Donc, il faut vraiment avoir une feuille de route et vraiment suivre cette feuille de route. Et bien sûr, la transparence, la culture collective de l'entreprise. Par exemple, pourquoi pas lancer des hackathons internes à l'entreprise. De cette façon, on peut avoir des idées de chaque service, des idées de personnes qui vraiment sont en train de travailler avec les données de chaque service et vérifier les use cases qu'ils proposent et de quelle façon ils les proposent. De cette façon, on peut avoir des meilleures idées si c'est seulement les chefs qui décident tout, à que si c'est toutes les personnes qui participent de façon collective. Et la transparence à travers des API entre les services de l'entreprise. Comme tout à l'heure, il disait par rapport à la visualisation, de la même façon qu'on peut voir des jolies façons de regarder les données, aussi pouvoir les télécharger en API entre un service et un autre pour arriver à une meilleure performance de côté de toute l'entreprise. Alors, donc, cette partie, c'est le management. Il faut se focaliser sur un management vertical. Il faut vraiment oublier le management pyramidal. C'est plus l'époque de ça. Il faut arriver à un management vertical. La formation, il faut que tous les employés de l'entreprise aient une vision de 360 degrés, c'est-à-dire qu'ils voient que ce que j'ai fait va aider ou va défavoriser un autre service par rapport aux décisions que je prends,
que tout est lié. Il faut avoir une stratégie data. Cette stratégie, c'est le CEO, le président, le PDG qui doit la faire. Ou, s'il n'a pas le temps, un directeur d'innovation. Mais ça doit être une personne qui a toute la vision de l'entreprise. Une stratégie data, ce n'est pas une directive marketing qui doit la faire, ce n'est pas une directive seulement d'un service. C'est vraiment une personne qui a l'information de toute l'entreprise. Et bien sûr, la transparence qui arrive à travers de la culture collective. Bon. Merci. Est-ce que vous avez des questions?